Vous savez quoi? Bonjour. Savez-vous quel est le comble de la communication? C'est de croire qu'on est abonné à ma chaîne, mais en fait non. YouTube désabonne certaines personnes et même s'il s'en défend, je vous conseille de vérifier et de réappuyer sur le... et sur la... Vous pourriez être surpris réellement. Par ailleurs, quel est le deuxième comble de la communication? Ne vous attendez certes pas à une grosse blague, mais quand même à une leçon. Je vous explique. La fois dernière, j'ai envoyé un message à une amie. Ce message disait en substance que je l'invitais à manger, à discuter et pourquoi pas à baiser chez moi, ou chez elle, ou n'importe où du moment qu'on mangea ensemble, qu'on discuta le bout de gras et pourquoi pas, oui. Je lui laissais le choix dans la date, dans l'heure aussi, je lui demandais également ses goûts culinaires, sa boisson préférée, bref, mon message contenait 1001 questions pour lesquelles j'attendais des réponses. Normal, l'homme propose, la femme dispose, et parfois, lorsque la femme est indisposée, l'homme postpose. Mais bon, je me languissais donc de réponses précises. Et vous savez quoi? Bonjour. Ah non, j'ai déjà dit ça. Vous savez quoi? Elle m'a répondu, ok. Juste ok, allez-vous me demander, car vous aussi, nom d'une pipe, vous posez beaucoup de questions. Oui, juste ok. Juste ok. C'est... 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 je trouve pas les mots. C'est... J'ai bien peur qu'on ait tous quelqu'un dans notre fichu répertoire qui réponde juste ok quand on lui pose plusieurs questions à la suite dans un même message. Alors je lui ai demandé ok quoi? Et elle m'a répondu « Ok pour manger ensemble un de ces quatre », ce qui a eu sur moi un effet castrateur, dont se régalent les petits féministes de derrière les ragots qui me regardent. Pourtant, j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un malentendu, que mon message de question n'avait pas été compris et qu'il prêtait à confusion à défaut de prêter à rire. Et tout s'est finalement arrangé. On a fini par manger, par discuter et par baiser. Enfin, elle toute seule, elle a rencontré un de ses ex en rentrant chez elle à 19h40 parce qu'elle était fatiguée, elle me l'a raconté plus tard, parce qu'elle me considère comme un bon copain à qui on peut tout dire. Dès lors, quel est le comble de la communication? Eh bien, c'est d'envoyer un message qu'on croit clair, mais qui est reçu par le destinataire comme s'il s'agissait d'un mémoire sur la physique quantique écrit en morse, traduit en sténo, puis en rwandais profond. Pardon? Car voilà le cœur de notre sujet aujourd'hui. Pas le rwandais profond, mais la communication. Mieux, l'humour dans la communication. Mieux encore, l'humour tout court. Dans la communication humoristique, en effet, l'émetteur, le canal de diffusion, mais surtout le récepteur, jouent des rôles essentiels. Certains d'entre ces récepteurs auront pris mes propos précédents comme autant de faits. D'autres auront peut-être bien rigolé, d'autres encore, et enfin, m'auront déjà jugé car je parle de baiser avec une femme et que même si c'est de la fiction, c'est bien la preuve que je suis problématique et que, si ça se trouve, je voulais la droguer pour profiter d'elle, ce qui est faux. Ce jour-là, j'avais oublié d'acheter de la drogue. Considérons maintenant cette blague toute bête. Tu devrais rencontrer ma femme, dit un type à un autre. Elle est médium et peut me dire l'avenir. Eh bien, t'as de la chance, répond l'autre. La mienne est extra large et elle me parle plus. C'est une blague simple, plutôt moyenne, mais moi, elle me fait rire, je pense que ça se voit. Mais son accueil auprès de vous dépend entièrement de l'auditoire que vous êtes. La blague est partie, je ne peux plus la rattraper. Et puis, moi, sérieux, je n'ai rien contre les grosses, ni contre les médiums, je n'ai même rien contre les taiseuses, bien au contraire. Je voulais juste faire un jeu de mots un peu vache, sachant qu'il allait faire sourire, voire rire les amis que vous êtes, bande de chouettes petits abonnés. Mais clairement, d'autres vont rester de marbre. D'autres encore vont trouver qu'ils ou elles sont concernés et que ce n'est absolument pas drôle. Et bien sûr, une infime minorité, mais souvent la plus gueularde, va en tirer la conclusion que je suis misogyne, sexiste, grossophobe, et même peut-être que je n'ai pas lu le discours de la méthode de Descartes, ce qui n'a rien à voir, mais c'est toujours bon de le rappeler. Cela nous amène à un point crucial, comme on dit quand on veut donner l'impression que le propos est super bien construit. Les récepteurs de la communication humoristique voient et interprètent les blagues en général et tout trait d'esprit en particulier à travers leurs propres filtres, expériences, préférences et, oui, opinions politiques. Il est souvent plus facile de rejeter une blague en la qualifiant de mauvaise, plutôt que de reconnaître qu'elle ne résonne juste pas personnellement. Admettre « ça ne me parle pas » requiert une honnêteté et une introspection que « c'est de la merde » préfère grossièrement esquiver.
L'humour est un miroir révélateur pour celui qui écoute, autant que pour celui qui parle. Car comprendre l'humour, c'est aussi comprendre les subtilités de nos propres faiblesses et de les accepter. J'ose le dire. Le manque d'humour, le manque d'autodérision surtout, sont des faiblesses. On croit qu'en retirant le balai qu'on a dans le machin, on va être tout mou et qu'on va s'écrouler, et notre monde aussi. Mais c'est faux. Il reste les os, bon sang. Vous allez tenir, je vous le promets. Mieux, vous allez redécouvrir une souplesse que vous ne vous soupçonniez plus. Et je déambule, et je braille. Une vraie bétaudière, cet immeuble. Nous avons établi avant le générique, enfin je crois, combien les récepteurs peuvent parfois dénaturer les messages humoristiques avec leurs propres nuances qui en manquent pourtant souvent. La communication est un art tellement difficile, surtout lorsqu'on y met de l'humour, qu'on devrait avoir à cœur de soigner la façon dont on parle bien sûr, mais aussi et surtout la façon dont on reçoit le truc. Dans un match de tennis, vous ne passez pas les échanges à reprocher à votre adversaire qu'il a des velléités belliqueuses envers vous, qu'il ne joue pas la balle dans un esprit de camaraderie et qu'il est salaud de vous l'avoir envoyé en fond de cours alors que vous étiez au filet, n'est-ce pas ? Non, vous courez pour tenter de la renvoyer. Vous vous écroulez de rire quand il n'y a rien qui va aujourd'hui, et puis vous serrez la main du mec et vous allez boire un verre. Pourquoi tout de suite penser que l'émetteur d'une blague a un agenda caché et qu'il est malveillant ? Pourquoi les récepteurs, blancs chevaliers, ne parviennent-ils pas à imaginer que le mal n'est nulle part et la drôlerie partout ? Qui sont-ils pour avoir dressé la liste des sujets dont il ne faut pas rire ? Et pourquoi n'arrivent-ils pas à rire de tout et avec tout le monde ? Avec quel carambar ont-ils été sodomisés durant leur enfance pour que la moindre boutade les traumatise à ce point ? Ils pensent que si on rigole d'un gros, par exemple, on le respecte moins, que si on fait une blague sur les femmes, c'est qu'on est sexiste, que si on lâche un bon mot sur la pauvreté, c'est qu'on est facho. Calembour-moi le mou, ironique ta mère, jeu de mots, jeu de vilo. Et si on en riait, puisque c'est ça dans l'immense majorité des cas que l'émetteur demande, et seulement ça. L'autodérision, par exemple, est souvent considérée comme une spécialité belge. Mais je vous rassure, en fait, elle est wallonne. Et je profite que les Flamands ne parlent pas la langue pour le dire haut et fort. Oui, les Flamands ne sont pas des gens comme nous, la preuve est que si quelqu'un leur dit que j'ai dit ça, ils vont encore nous couper les vivres et le tissu industriel du sud de la Belgique ne va pas pouvoir se redresser. Bon, bref, franchement, l'autodérision, je recommande. C'est un art subtil que tout le monde gagnerait à maîtriser. Le but n'est pas de devenir une serpillière et de tout accepter, mais bien de prendre la main sur ces agresseurs, peu ou prou, qui veulent nous imposer un monde psychorigide. Prenons mon cas par exemple. En tant que végétarien, homme, belge justement, hétéro, plutôt catholique, vieillissant et blanc, je suis la cible de nombreux traits d'humour qui feraient, si on les leur faisait, sursauter un vulgaire vieux schnock, un fiefé islamiste, voire un français moyen. Mais ces blagues, je les accueille avec plaisir. Enfin, faut pas qu'on me pousse non plus, parce que les blagues sur ma solitude, bof. Car si l'intention derrière est bienveillante, ce qu'elle est souvent, qu'on veut me faire rire parce que le rire soigne tout, alors je préfère ne pas perdre une occasion de m'en payer une bonne tranche. Et si elle ne l'est pas, bienveillante, alors je tente de recevoir les insultes en faisant moi-même de l'humour, en renvoyant la balle du fond du cours. Par exemple en feignant l'inintelligence et l'imbécilité. Ça fustige les encore plus imbéciles qui tentent de me déstabiliser et ça finit par me faire sincèrement rire. C'est tout bénef. Spécialité belge donc, mais à l'impossible nul n'est tenu. Car c'est là que le discernement devient crucial. Une blague peut être horrible, j'en conviens, mais si elle est racontée par quelqu'un de mal intentionné, en quel cas on la reçoit comme un aveu de saloperie raciste, pédophile ou pire, mais on me dit dans l'oreillette que non, il n'y a pas pire. Par contre, si la même blague est dite par un ami reconnu avec certitude, avec légèreté et sans arrière-pensée autre que de se lâcher un peu, la même blague peut se transformer en un moment de franche rigolade. Un peu comme pour illustrer l'expression « rire sous cape », un peu comme quand on fume son premier joint, qu'on brosse les cours. Ça a un petit parfum d'interdit qui démultiplie le rire. Un peu comme de s'esclaffer à un enterrement où il convient de se tenir quoi parce que tante Yolande était tout de même une femme qui comptait dans la famille merde, même s'il s'agissait surtout du moindre centime. Mais de là à penser qu'une blague a été dite par quelqu'un de peu recommandable, qui ne nous veut que du mal, qui se perd dans des opinions nauséabondes, il y a un pas que les préceptes de base de l'esprit critique ne sauraient franchir. Méfiance,
C'est peut-être nous qui n'avons pas d'humour, on n'est pas à l'abri. Petite anecdote métaphorique. Durant mon adolescence, je faisais un peu de théâtre. Oui, je sais, ça ne se voit pas. Et de l'argent avait disparu du sac de notre metteuse en scène. Persuadée que c'était moi qui l'avais volé, elle décida de me tendre un piège. Lors d'une répétition, je me suis retrouvé seul dans la salle en présence du fameux sac à main duquel dépassait un beau billet de 500 francs. Belge, calmez-vous. Comme je n'étais déjà pas trop con, j'ai tout de suite compris le piège. Et donc j'ai pris le billet. Pourquoi allez-vous me demander? Car indubitablement vous en posez les questions. Eh bien, quand tout le monde est rentré, la metteuse en scène a regardé son sac, puis s'est retournée violemment vers moi, m'accusant de tous les maux, du vol des 500 balles, mais pourquoi pas de la guerre en Irak, de l'épidémie de vaches folles et de n'avoir pas lu mon texte, décidément. Et moi de lui répondre, écoute, j'avais deux choix, voler les 500 balles et être pris pour un voleur, ou ne pas les voler et quand même être pris pour un voleur, mais qui ne les aurait pas vus dans ton sac. J'ai préféré être pris pour un voleur et gagner 500 francs. Belge, calme-toi. Tout ça pour dire quoi, allez-vous encore me demander, parce que c'est plus fort que vous, faut toujours que vous me posiez les questions alors que j'allais y venir. Eh bien, attention, phrase longue, tout ça pour dire que si la plupart de ceux que les bien-pensants fustigent d'avoir fait des blagues qu'ils jugent douteuses n'avaient pas été autant fustigés et qu'ils n'avaient récolté que des rires, pas des insultes, eh bien sans doute auraient-ils été moins tristes dans un premier temps et moins désireux d'être de plus en plus provocateurs dans un second temps. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Autrement dit, j'ose dire que si Dieudonné, par exemple, à la suite de son sketch chez Fogiel, n'avait pas été autant isolé, peut-être aurait-il fait un tout autre parcours ensuite. Ce n'est qu'une hypothèse, calmez-vous encore, les détenteurs de la bienséance. Il est essentiel de comprendre que l'humour, dans sa forme la plus pure, cherche à amuser, pas à offenser. Mais c'est une réalité, il offense parfois, sciemment ou non, mais souvent non. Attention, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, j'ai quelques contacts forcés qui me gratifient d'insultes et puis me disent que j'ai tort de le prendre comme ça, qu'il s'agissait d'humour. Mais le but final de l'immense majorité des traits d'humour, c'est de faire rigoler. Même une petite communauté, par exemple 10 personnes saoules à la fin d'un banquet de mariage à 4 heures du matin. Pas de blessés. Et l'humour vache fait rire, n'en déplaise aux fâcheux, et même si d'aucuns s'en défendent. Et ces d'aucuns n'ont pas le droit de dire que ce n'est pas drôle. Ils peuvent dire que ça ne les fait pas rire, mais c'est tout. L'humour n'est pas une science exacte, et d'ailleurs, ce n'est même pas une science. Pour métaphoriser encore un petit peu, prenons le cas d'un chanteur un tantinet ridicule, dont on se plaît à se moquer parce qu'il est ringard. Eh bien, s'il plaît ne fût-ce qu'à une seule personne, qu'il a été responsable d'un seul amour naissant ou d'une seule émotion positive parce que son texte a touché ne fût-ce qu'un seul couple, eh bien il est légitime. Et on ne peut pas dire que son répertoire c'est de la merde, tout au plus que nous n'aimons pas ses chansons. Point. Notons que lorsque l'émetteur d'une blague va volontairement dans le touchy, ça porte un nom. On parle alors de provocation, ou plus courtement de provoque, ou encore plus courtement de mais en général on ne dit pas ça. Il est tout aussi crucial de reconnaître quand une blague cesse d'être amusante et commence à devenir une véritable offense. Pour moi, c'est jamais. À la nuance près que c'est moi qui décide, si ce qu'on m'a envoyé était de l'humour. Ferme ta gueule, sale facho de merde, ta mère la pute. Bizarrement, je ne trouve pas que ça sonne comme de l'humour. J'en manque peut-être aussi, c'est une éventualité. Sinon, sérieux, je vous autorise même à rire de mon futur cancer. Et vous savez quoi? Bonjour, merde, non. Vous savez quoi? Si j'aime rire d'absolument tout, en temps normal, parce qu'il y a des jours que non, c'est à cause d'une chanson que j'écoute et que je n'ai jamais su effacer de ma mémoire depuis que je suis haut comme 3 gommes. Elle est de Brassens et s'intitule « Le vieux Léon ». Dans cette chanson, Brassens annonce qu'il y a tout à l'heure 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Il dit ça en guise d'intro pour bien nous faire comprendre qu'il y a clairement mort d'homme qui lui était proche. On va pas se le cacher. Et 2 vers retiennent mon attention. Ceux-ci. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Autrement dit, plus c'est grave, plus on a le devoir d'en rire. Pas pour se moquer, je vous jure que non, mais juste pour dédramatiser, pour faire le deuil, pour voir le monde un peu mieux qu'il n'est.
On a tellement de motifs de pleurer, la maladie, les guerres, les ruptures, la solitude, mon patron, les vidéos de Point Génius, les emballages de fromage à tartiner, que certains, dont je suis, s'autorisent à rire de bon cœur, à se rappeler qu'un défunt, par exemple, avait une tête de girafe sur un cou de koala, plutôt que de constater sa sincère cruelle absence. Et l'humour permet ça, à propos de tout. D'autres, hélas, se posent en décideurs de ce qui est drôle ou pas et ont dressé la liste des sujets pour lesquels vous ne pouvez pas esquisser le moindre sourire, sous peine d'être estampillé vieux réac, même si vous avez 20 ans. Moi, je n'en veux pas. Si, avoir 20 ans, si, mais avoir des limites à mes sujets de rire. D'autant que la liste s'allonge, nom d'un blasphème. Essayez pour voir de faire une blague en public sur les handicapés, les juifs, les musulmans, un imam, une femme, et plus encore sur des faits de société qui agitent le bocal de tous les progressistes actuels et dont on est forcément responsable, voire coupable. Le genre, le sexe, les faits divers forcément atroces, le conflit israélo-palestinien, les maladies psychiatriques, etc. Faites donc ça en public et vous êtes mort. Et ce n'est pas une menace, hein. En tout cas, elle ne vient pas de moi. Dernièrement, j'ai fait un jeu de mots dont le leitmotiv était la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez quoi, bonjour ? Les mêmes d'aucuns que tantôt ont été criés sur tous les toits de Twitter que je venais de faire la preuve de mon négationnisme. Je vous jure que c'est vrai. C'est dingue, non ? Ils me l'ont appris, hein. Jusqu'ici, je pensais avoir des idées humanistes, sérieux. J'étais certain que personne ne me prendrait en défaut sur ce point, que je n'ai pas une once d'idées dégueulasses en moi, que le malaise, c'est eux qui le créent, ceux qui se posent en prince la vertu, même si je ne suis pas certain que l'expression existe. Mais non, voilà, ils ont décidé qu'il n'y avait pas d'humour possible sur ce sujet et que j'étais donc d'extrême droite. Merci de me l'avoir appris. D'ailleurs, vous savez quoi ? Bonjour. Ah, purée, non! Vous savez quoi? Regardons maintenant différents types d'humour, ça va instruire ceux-là. Il est vrai que si on arrêtait la vidéo à l'instant, on pourrait croire que l'humour vache est le seul qui puisse exister. Rien n'est plus faux, bien évidemment. Ah oui, et juste une petite chose avant de commencer, si aucun humour ne vous convient, je serai obligé de vous demander de vous désabonner de la chaîne 12 par sec. Vous voilà prévenu. Vous pouvez rester sur la mienne, hein, sans problème, vous ne risquez pas de vous étouffer de rire, car le rire est, je le dis tout net et tout le temps, une perte de temps durant lequel on pourrait produire des choses en plastique dans des usines en amiante. Bon, en réalité, les types d'humour sont globalement au nombre de 2. Ce qui n'est pas beaucoup, j'en conviens, celui qui nous fait rire et celui que non. On peut également y ajouter l'humour malaisant, mais c'est une niche, on ne va pas se le cacher, et ce n'est pas Franck de la chaîne Matador qui me contredira. Bien entendu, ces deux genres majeurs sont subdivisés en des tas de sous-genres qui iront se loger en fonction de vos propres sensibilités dans la première catégorie, dans la deuxième ou dans ton cul, histoire de faire rire l'assemblée à votre tour. L'humour existe pour ainsi dire depuis Aristote, qui aimait raconter des blagues de Toto et des préhistoires drôles. Son œuvre majeure, Éthique à Nicomaque, est en réalité une compilation des meilleures blagues antiques, dont la fameuse « tire sur mon doigt, allez, tire sur mon doigt, vite », et le non moins célèbre « Lâcher de Sabine », dont Bigard s'inspirera longuement des siècles plus tard. Ou enfin son universel « Monsieur et Madame Kratus à la lanterne », Aristote justement. Bon, maintenant, il faut voir si Aristote est effectivement un pionnier de l'humour potache. Faudrait demander à un vrai philosophe, n'est-ce pas? Moi, que je sois spécialiste en la question, n'ayons pas peur des mots, c'est une douce légende, c'est un doux mythe. Ça ne repose sur pas grand-chose. Avant lui, avant Aristote donc, la planète s'ennuyait de rue. Pas une amie pour déconner, pas un arbre pour raconter une anecdote, pas un dinosaure pour envoyer des boulettes de papier au tableau, pas un Cro-Magnon pour se fendre d'un tweet bien senti. Rien, nada, des clous. Et d'ailleurs, il n'est pas de rire en dehors de l'être humain, nous disait Henri Bergson dans son petit traité sur le rire, qui date de 1900. Et ceci dit, il date tellement de 1900 que ces démonstrations d'humour dans le bouquin, comment dirais-je, on dirait une blague de fin de vidéo de Sébastien, vous avez le droit si vous voyez ce que je veux rire. Oh, Tricotine, le séchoir, c'est juste une expression figurée pour dire la prison. Faut pas prendre ça au premier degré. Sinon, il fait trop froid pour que ça sèche, c'est ça? Mais sérieux, on dit que le rire est le propre de l'homme, quand bien même il laisse parfois à désirer. Le propre de l'homme. L'humour existe donc depuis la nuit des temps, pourvu que l'homme fût déjà là. Et si certains aspects de la création sont ironiques, reconnaissons qu'il faut que l'homme soit présent pour que cette ironie soit comprise. Une poule déjà moins.
Je parle de l'animal, hein, évidemment. Et depuis ce jadis déjà si loin, l'humour a revêtu pas mal de formes, permettant au spectateur lambda de s'en payer une bonne tranche lui aussi. Et si personne n'a a priori jamais dressé la liste de tous les genres d'humour, je vais néanmoins tenter d'en citer quelques-uns que, personnellement, c'est youpi tout plein en dedans de mon cœur. L'humour absurde, c'est l'un de mes humours préférés. Il repose sur des situations qui défient la logique, créant un monde où les règles habituelles ne s'appliquent pas. Ne nous y trompons cependant pas, Sandrine Rousseau, ce n'est pas de l'humour absurde. C'est absurde, mais ce n'est pas de l'humour. Pour rappel, l'humour requiert qu'on s'enleva le balai du machin. L'humour absurde, c'est tellement absurde que la preuve, c'est que je le dis mal. Pour ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à l'expliquer en commentaire, et pour ceux qui ne l'avaient pas, vous pouvez effacer le petit exposé moqueur que vous alliez poster. L'humour absurde, on croit souvent que c'est n'importe quoi, mais quand c'est bien fait, c'est comme l'amour, c'est jouissif. L'absurde est également appelé le non-sens, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste, sauf si l'on sait qu'il vient de l'anglais nonsense, qui signifie absurdité. Mais parfois, en effet, et sans me vanter, l'humour absurde a du sens, justement. Il véhicule des messages en faisant, comme il en a parfaitement le droit, la preuve par l'absurde. Dire que l'absurde est un non-sens, c'est un non-sens, si vous voulez mon avis. Parmi les lettres de noblesse de l'absurde, il y a évidemment le gag du ministère des démarches ridicules des Monty Python. John Cleese y incarne un fonctionnaire travaillant pour un ministère dédié aux démarches ridicules. Il reçoit un type qui vient demander un financement pour développer sa propre marche absurde, et j'en ris encore. Le lien est en description, regardez donc ça. Mais pas tout de suite, hein. Ce serait absurde. L'humour noir, c'est pas mal non plus, c'est un peu l'appellation scientifique de l'humour vache, hein. C'est-à-dire qu'on y évoque les aspects les plus sombres de la vie en tapant fort dans l'irrévérence. Il s'agit souvent de sujets tabous comme la mort, la maladie, les nationalités, la couleur de peau, les religions, les catastrophes ou la véritable identité de G. Milgram. L'exemple le plus connu dans nos contrées, c'est le sketch de Desproges qui commence par « On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle » et qui se poursuit par l'idée que certains juifs auraient marqué durant la Deuxième Guerre mondiale des signes de franche hostilité envers le régime nazi. Desproges ajoute, pour nous achever, en imitant un soi-disant déporté, « Oui, et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette, et j'irai au bout si je veux ?» Moi, j'adore. Oui, je parviens à en rire. Et vous savez pourquoi? Pour bonjour. Non. Tout d'abord, parce que Desproges ne dénonce pas le soi-disant mauvais comportement des Juifs dans ce sketch. Et il ne s'en moque absolument pas. Il se moque au contraire de ceux qui sont antisémites. Il parle comme le feraient les salauds de tout poil, noirs ou bruns, je parle des chemises. Desproges était un misanthrope, c'est-à-dire un philanthrope déçu. Et puis moi non plus, je n'ai rien contre les juifs, ni contre aucune nationalité ou origine d'ailleurs, bien au contraire. Il n'y a que les religions que, si vous me permettez une dernière grossièreté, j'encule. Sachez aussi, et je m'adresse aux imbéciles qui peuplent les réseaux sociaux et qui regarderaient cette vidéo pour trouver le mot qu'ils vont pouvoir monter en épingle, moi au moins, quand ce sera la guerre, je cacherai les juifs. Je vous dis pas où, hein, parce que mon grenier, c'est pas un moulin non plus, mais je les cacherai. Pendant que vous serez sans aucun doute très occupés de les chercher. Autrement dit, l'humour noir dénonce en plus d'avoir une fonction apaisante. Dès qu'on s'autorise à rire de quelque chose, on se sent déjà bien plus détendu, bien moins hypocrite. Passons maintenant à la satire, à l'humour satirique. C'est marrant, mais je trouve que c'est l'humour le plus difficile qui soit. J'ai un mal de chien à pondre des bons mots qui relèvent de la satire. Autant je trouve que le jeu de mots c'est fastoche comme tout, hein, je peux vous faire un jeu de mots dans la seconde si vous voulez. Attendez, oui, bon là je l'ai pas, mais je vous le fais quand je veux. Autant le jeu de mots c'est fastoche, donc autant la satire c'est presque un mystère pour moi. La preuve, regardez, pour ce chapitre, je suis pas drôle. Bref, la satire se fait souvent en observant d'un air le plus faussement sérieux qui soit, la société. Il s'agit ici de souligner les défauts de cette société ou de ceux qui méritent d'être dénoncés dans leur comportement cette fois et leurs bêtises, mais en forçant le trait, en exagérant cette fois, tout en faisant croire que ce pourrait être vrai. Par exemple, Laurent Ruquier ne serait absolument pas bon dans la satire, pas plus que moi au demeurant, mais lui c'est parce qu'il rigole à chacune de ses blagues, même à l'avance parfois. Nord-Presse de notre ami Vincent Flibustier et bien sûr le Gorafi sont de la satire. Les inconnus ont beaucoup utilisé la satire, surtout dans leurs émissions télé. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte à mettre un petit capuchon
caoutchouc. Et le type le plus connu en francophonie pour avoir été satirique, c'est évidemment Coluche, qui dans chaque sketch campait un personnage en forçant terriblement le trait. Enfin, ça ne lui a pas porté chance non plus, hein, il fait plus grand-chose actuellement. Le comique de situation est également un humour qui me plaît beaucoup, mais dont je ne maîtrise pas les codes, j'aurais dû suivre plus de cours de théâtre plutôt que de voler de l'argent. Il semblerait, selon la définition de Wikipédia, que je vais citer impunément, parce que l'autre fois je lui ai fait un don de 10 €, hein, parfaitement, il semblerait que le comique de situation réside dans la situation incongrue ou paradoxale et qu'il repose sur des quiproquos, des malentendus ou des conjonctions d'événements. Ce qui ne nous éclaire pas beaucoup, nous qui ne sortons pas de grandes écoles. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je n'en maîtrise pas les codes. D'ailleurs, je ne suis pas certain, globalement, d'être très drôle. La fois dernière, par exemple, alors que mon texto était cette fois clairement un sexto à l'attention de l'ami de tout à l'heure, celle-ci m'a répondu « Tu n'es pas drôle », ce qui montre qu'en effet, je ne suis pas drôle, et qu'elle ne sait décidément pas répondre à mes questions sans faire de grimaces. Je ne sais pas si notre relation à elle et moi va pouvoir se poursuivre. Je sens la fin approcher, hein, quand bien même il n'y a pas eu énormément de débuts non plus. Mais la faute à qui? Ah ben voilà, exactement. Bon, sinon, le meilleur représentant du comique de situation, notre maître à tous, qui sommes ses mauvais élèves, c'est évidemment l'immense Louis de Funès. Non, c'est parfait. Ça va, merci. Merci, frère. Comment vous appelez-vous? Piver, Victor Piver, comme l'oiseau. Et que dire du comique de répétition qui a ce site particulier que celui qui en use doit particulièrement veiller à ne pas trop en faire, autrement dit à s'arrêter au bon moment, juste avant que ça ne devienne trop lourd. Et vous savez quoi? Pour moi, c'est maintenant. Et j'aurais pu vous parler du comique qui relève uniquement de la langue et qui est fait de figures, de style et de calembours. Ce pourrait faire l'objet de toute une vidéo d'ailleurs, me tentez pas. Ou alors le burlesque dont les Monty Python pouvaient également se réclamer et qui est fait d'extravagance et d'absurde une fois encore. La parodie qui exige un grand sens de l'observation, sinon ça ressemble à un gars qui sait faire 2 notes à la guitare et qui pour le mariage de son meilleur ami a réécrit un quelconque tube quelconque de Jean-Jacques Goldman, genre Quand la mariée est bonne, ou alors Comme doigt en ne veillant pas du tout aux rimes. Vous avez un beau cœur, ne cherchez pas ailleurs. Ici dans vos bras, Vous devrez de vos peurs regarder dans votre âme. sans regarder le blâme, vous trouverez un trésor. Votre amour vaut de l'or. Allez, il est plus que temps qu'on en arrive à la fin de cette vidéo. Et vous savez quoi? Ben on y arrive justement. La communication, l'humour, les malentendus, tout ce joyeux bordel qui fait de nos vies une comédie permanente, et en tout cas la mienne, eh bien on devrait veiller à le garder en l'état. C'est trop précieux un joyeux bordel. Le joyeux bordel, c'est ce qui nous fait dire plus tard qu'on s'est quand même bien marré quand on osait tout, car on nous voyait comme nous étions, profonds et bienveillants. C'est vrai quoi, on se démène à envoyer des messages, à balancer des vannes, à vulgariser du convenable, à tenter de faire marrer la galerie parce qu'on aime sincèrement son prochain et surtout sa prochaine. Et qu'est-ce qu'on récolte? Des hoquets à la con? Souvent teintés d'ailleurs de reproches d'avoir ri d'un sujet dont on ne rit pas, sous peine de perdre jusqu'à sa bonne réputation. Sérieusement, inscrivez ces gens à des cours d'enlèvement de balais, c'est plus possible. Mais je m'énerve pour pas grand-chose. Après tout, le vrai comble de la communication, c'est de croire qu'on peut plaire à tout le monde. Il y aura toujours ceux qui s'offusqueront, qui verront le mal partout et qui voudront nous mettre au bûcher pour un jeu de mots un peu brûlant. Mais vous savez quoi? C'est eux définitivement qui n'ont rien compris. L'humour, c'est notre arme secrète contre la connerie ambiante. Si on ne peut plus se mettre à caricaturer les travers humains, à quoi bon vivre? Bon, certes, il reste le chocolat Côte d'Or aux amandes grillées, mais sinon... Prenons un instant pour penser à ces pisse-froids qui jugent et condamnent, comme je suis en train de le faire avec eux, mais moi je peux, parce que je suis sympa. Une amie me l'a encore dit la fois dernière, au lieu de répondre à un énième texto, mais soit. Pensons à tous ceux qui se réveillent chaque matin et qui se mettent volontairement un balai dans le machin avant de s'affubler d'une mission divine, sauver le monde de l'humour. Contre l'humour donc. Désolé, hein, mais je crains bien que leurs opinions m'intéressent autant que, je sais pas moi, leurs opinions par exemple. Personnellement, je vais continuer à rire, à provoquer, à me moquer, parce que c'est ma manière à moi de survivre à leurs bêtises. L'autodérision, c'est mon super pouvoir quand je suis en forme. Moi, végétarien, homme, belge, cato sur les bords et vieux schnock, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. Si une blague me fait marrer, c'est que le mec en face a réussi son coup.
ou pas justement. Mais rire de ce qu'on m'a lancé ou de ce que la vie m'envoie, c'est mon hygiène de vie. Je ne sais pas si j'en serai toujours capable, car je ne suis pas cynique non plus. Mais je m'y efforce. L'humour, c'est ma liberté. Et cette liberté, je la défendrai jusqu'au bout. Alors mes chers abonnés, puis-je vous suggérer de continuer à rire de tout et même de rien? Et si jamais quelqu'un vous dit que vous allez trop loin, rappelez à ce « on » que ce sont toujours ceux qui ne vont nulle part, qui regardent avec envie ceux qui parcourent le monde. Un jour sans rire est un jour de perdu, disait Chamfort. Pas le chanteur, l'écrivain du 18e arrondissement là. Parce qu'ici on rigole et on enquiquine proprement les tristes cires de profession. Fin de la blague. À bientôt.